Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce 7-8 Sport, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département. Tout de suite, le sommaire de votre magazine. Baseball, les Cougars de Montigny-Bretonneux se sont imposés contre les Duffy Ducks de Saint-Just ce week-end. Les Illymontins ont remporté le premier match 9-2 et le second 13-7. Les détails dans ce magazine. Course à pied, l'Illymontain Sidi Diallo s'est lancé le défi de courir son premier marathon en octobre 2010 à 55 ans. Presque 6 ans plus tard, le sportif en totalise plus d'une centaine et 9 ultramarathons, des compétitions qu'il pratique pieds nus depuis octobre dernier. Nous le recevrons dans ce magazine. Tennis, les finales de l'Open de tennis d'Elancourt étaient organisées ce samedi au Parc des Sports Guy Boniface. Le tournoi fêtait cette année sa 28e édition. Plus de 350 sportifs se sont inscrits pour la compétition. Et puis nous parlerons également de handball dans cette émission. Coup de projecteur aujourd'hui sur l'équipe masculine senior de plaisir. Les Plaisirois sont actuellement deuxième de pré-national. On commence ce magazine par du baseball. Les Cougars de Montigny-Bretonneux ont facilement battu les Duffy Ducks de Saint-Just ce dimanche à domicile. Le score 9-2 dans le premier match et 13-7 dans le second. Deux victoires importantes dans la course à la montée en première division. Florian Parfait pour les images. Deux matchs, deux victoires pour les Cougars de Montigny-le-Bretonneux ce dimanche contre les Duffy Ducks de Saint-Just. Pour le compte de la 4e journée du championnat de première division, les Illymontins se sont imposés à domicile 9-2 dans la première rencontre et 13-7 dans la seconde. Je pense qu'on a fait un bon match, on a atteint notre objectif, que ce soit personnel ou pour l'équipe, tout le monde est content aujourd'hui. Plutôt positif, ouais, même si on a 2-3 petites choses à corriger encore. On va travailler à l'entraînement et puis ça devrait aller. C'était vraiment un match, comment on dit, de préparation, parce que voilà, on voulait. C'est une équipe qui volait beaucoup de bases, enfin, qui avait l'intention vraiment de venir pour gagner. Et c'était un match test. C'était vraiment aussi aujourd'hui une journée test, parce que voilà, si on les gagnait pas, on aurait eu des problèmes après, je pense mentalement aussi. Et c'était vraiment important pour ça de gagner contre cette équipe-là. Avec cette victoire, Montigny est premier du championnat à égalité de points avec l'équipe fédérale de Toulouse. Les deux équipes affichent un bilan de 5 victoires et une seule défaite depuis le début de la saison. Des statistiques dignes d'un prétendant à la montée en première division. On prend toujours les matchs par match, vraiment les victoires par victoire. On ne va pas s'emballer. On reste serein, on reste la tête. Il faut garder la tête froide pour l'instant. La D1, c'est notre objectif. Maintenant, on a encore beaucoup de chemin à faire. On n'a pas affronté tout le monde encore. On a un bon objectif, on a un bon collectif, donc je pense que c'est faisable. Prochain match pour Montigny-le-Bretonneux le dimanche 15 mai sur le terrain de La Rochelle. Une équipe invaincue à domicile. Sidi Diallo, 61 ans, est un mordu de course à pied. L'Illymontain réalisé en 5 ans et demi, 133 marathons et 9 ultramarathons dans 51 pays et sur 7 continents. Son addiction au running est récente. Le sportif a débuté le marathon de 42 km le 10 octobre 2010 à Chicago. Nous avons la chance de recevoir sur ce plateau Sidi Diallo. Bonsoir. Bonsoir, Michael. Alors pourquoi vous êtes-vous lancé dans les marathons? Je le disais, c'était en 2010. Vous savez, on ne se lève pas un jour comme ça, hop, je vais courir un marathon. Hein. C'est une longue et une courte histoire à la fois. Hein. J'ai eu la chance, en fait, j'étais affecté comme consul général adjoint de France à Chicago. Et j'arrive et 2 mois après, je devais faire un discours de bienvenue pour les marathoniens français qui participent à la course à Chicago. Et on m'avait préparé un discours qui était un peu administratif. J'ai essayé de faire mes retouches. Finalement, j'ai dit je vais improviser. Et en terminant mon discours, j'ai dit marathonien, marathonienne, l'année marathon de Chicago avec vous. C'était une et du boutade. coup, vous êtes entraîné? Ça faisait un peu plus de 5 ans que je m'entraînais en salle, musculation, comme ça, pour faire beau à la plage, hein, comme on dit. Mais je n'ai pas tenu ma promesse. Hein. J'ai fait ma promesse en 2008. En 2009, je n'ai pas fait le marathon. En 2010, finalement, 2 mois avant le marathon, j'ai décidé que je veux courir le marathon. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, hein, pas 2 mois à l'avance, mais moi je le fais. J'ai terminé en 5h20 et c'était très dur, mais j'avais décidé que je ne vais pas abandonner mon premier marathon. Ça a commencé. Je le disais, plus de 130 marathons en 5 ans. Vos proches en pensent quoi Bah, c'est pas tellement une addiction, hein, c'est une activité normale des humains. Plus de 3 millions d'années. Homo sapiens et les espèces et les hominidés qui l'ont précédé ont parcouru de longues distances pour accéder à la...
Aujourd'hui, nous avons l'eau et la nourriture à portée de main, mais notre corps, en fait, il est fait pour les épreuves d'endurance. Donc vous êtes en train de nous dire que c'est naturel. C'est naturel, c'est naturel. Parcourir de longues distances, c'est naturel pour Homo sapiens, donc notre espèce. Et votre famille, du coup, elle en a pensé quoi de cet enchaînement de marathons? Elle vous a soutenu dans cette démarche? Tout le monde vous a compris? Oui. Et mon épouse a même fait qu'un mois. Donc, elle choisit les meilleurs marathons pour elle. Londres, un marathon en Australie. Puis le marathon aussi de maritime, 42 km entre Nice et Cannes. On fait des 2 tours, parce que ça fait moins de 42, donc on fait un 2 tours pour aboutir à 2 km. Et vous vous entraînez combien de fois par semaine? Tous les jours? Alors, faire comme Homo sapiens le faisait. Je n'ai pas un programme d'entraînement, on n'a pas besoin de programme d'entraînement. Il suffit juste de saisir le temps qu'on a et puis on court comme on veut. Je fais aussi beaucoup d'escaliers. Il y a des gens qui m'ont peut-être vu à la gare de Saint-Quentin. La gare de Saint-Quentin-en-Yvelines. À Saint-Quentin-en-Yvelines, en train de faire les escaliers, monter et descendre plusieurs fois, des fois 10 fois, en attendant le départ de mon train pour Paris. Et vous avez abandonné le bus le matin également? Oui, alors j'ai abandonné le bus quand j'ai décidé d'essayer de vraiment faire comme avant, c'est-à-dire courir des marathons, parcourir de longues distances, mais pieds nus. Mais quand on a mis des chaussures pendant toute sa vie ou pendant plus de 4 décennies, ce qui était mon cas, et qu'on décide d'enlever les chaussures, c'est une épreuve. Et pourquoi vous décidez d'enlever vos chaussures pour courir? Encore une fois, c'est du jour au lendemain que vous avez eu l'idée? Oui, mais ceci, c'est parce que c'est la forme naturelle de marcher et courir, c'est pieds nus. Mais vraiment pieds nus. Et du coup, vous avez tenté l'expérience à Zagreb, si je ne me trompe pas. Oui, après une courte préparation aussi, en fait, j'aime beaucoup aller à la casse, c'est pas bien, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Il faut peut-être au moins 1 an pour pouvoir courir un marathon pieds nus, un an d'entraînement. Moi, ça faisait que quelques mois, et puis à Zagreb. En fait, Zagreb, j'ai décidé de faire à Zagreb parce que ça correspondait au 5e anniversaire de mon premier marathon. Donc j'ai décidé de le célébrer en courant le marathon de Zagreb pieds nus. Et il n'y a pas eu d'handicap, du coup, sur cette première course? Si, il y a eu beaucoup de dégâts. J'étais trahi par la météo, il faisait très froid, il y avait beaucoup de vent. Et quand il fait froid, en fait, on a froid aux pieds. Pas seulement parce que le sol est froid, mais c'est parce qu'il se produit ce qu'on appelle une ischémie. C'est-à-dire qu'il y a moins de sang qui arrive aux extrémités, aux oreilles, au nez, aux pieds et aux mains. C'est parce que c'est la façon du corps d'essayer de maintenir la température interne à 37 degrés. Donc quand il fait froid, il y a moins de sang qui arrive. Et donc, comme c'est le sang qui chauffe les parties, donc on a froid. Et je me suis rendu compte, j'ai 3 options. Mes pieds étaient tellement lourds, on dirait que c'était du plomb. Et donc j'avais 3 options. La première, abandonner, c'était exclu. La deuxième, continuer à courir doucement pour ménager mes pieds, mais je risquais les engelures et peut-être les nécroses des pieds. Et la troisième option, c'était d'accélérer pour produire la température interne pour chauffer un peu les pieds. Et du coup, mais j'allais à la casse. Voilà. Donc j'ai couru vite et j'ai fini en moins de 4 heures. Mais je payais très cher après. Je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais même pas mettre mes chaussures, les pieds étaient tellement gonflés que je ne pouvais pas mettre des chaussures. Je suis rentré en chaussettes de Zagreb. Mais 2 semaines après, je fais le marathon de Dublin pieds nus. Donc, et vous êtes plus dans l'idée de performance, de réaliser un temps, ou vous êtes dans une idée plutôt de participation? Les gens me disent « l'essentiel c'est de participer ». Non. Pour le marathon, non, c'est pas ça. C'est valable pour les gens qui vont chercher une médaille et qui l'ont pas. On dit l'essentiel c'est de participer comme aux Jeux Olympiques. En fait, le marathon a un aspect très particulier, c'est que on a des professionnels qui font le marathon pour le gagner, et puis gagner de l'argent, soutenir leur famille. Ils sont très motivés depuis l'enfance, tout petits. Ils se disent quand je serai grand, je vais devenir champion de marathon. Comme un Brésilien ou peut-être des jeunes, d'ici de 50 ans, ils veulent devenir un Zinedine Zidane, un Thierry Henry. Donc ces gens-là, après, pour les battre, c'est très difficile. Ils sont hyper motivés. Et ils vont pour gagner. Et gagner de l'argent.
donc gagner leur vie. Et maintenant, il y a nous autres. Nous, on a à manger, on a tout ce qu'il nous faut. En fait, on court seulement, on fait semblant de chasser, on fait semblant qu'on cherche la nourriture, on l'a déjà. Donc, si on cherche la performance, si c'est une manière de se motiver pour faire le marathon, très bien. Mais en fait, on ne devrait pas faire ça, puisque de toute façon, on ne va pas gagner. Et comme on ne va pas gagner, on n'a pas besoin de gagner, on a de quoi manger, ce n'est pas la peine. Donc, pour moi, c'est l'expérience qui compte. Chaque course, c'est vraiment l'expérience. Je passe mon temps à discuter avec les gens, à discuter avec les coureurs. Ceux qui sont en difficulté, j'essaie de les encourager. J'ai fait plusieurs kilomètres avec des gens, ils pensent finalement que c'est ma vitesse, alors que non, c'était juste pour être un temps avec eux, pour les accompagner. Et ceux qui sont blessés, je vois des gens qui ont des tendinites, je leur donne des conseils. Et je discute avec aussi C'est un petit peu le grand frère de la course. Voilà, non, pas tellement ça, mais juste quelqu'un, quand je fais quelque chose de normal et tout le monde fait quelque chose de normal. Et vous comptez faire des marathons jusqu'à quel âge vous êtes fixé une date limite en vous disant, je ne sais pas, à 65 ans, j'arrêterai? Oui, j'ai une date limite. 200 ans. 200 si ans. non, non, aussi longtemps que je pourrais faire de marathon, je le ferai. Et j'essaie de tout faire pour conserver cette capacité de faire des marathons. La vitesse va diminuer, c'est normal avec l'âge, mais je suis décidé à continuer. Voilà. Et voilà, là, j'ai 61 ans et j'enchaîne des marathons toutes les semaines avec des ultramarathons sans aucun problème. Mais c'est toujours très détendu, ce n'est pas la performance, c'est l'expérience. Et voilà. Et quel est votre prochain marathon? Mon prochain marathon, je sais pas encore. Marathon stricto sensu auquel je me suis inscrit, c'est Andorre, le 16 juillet. Mais le 29 mai, j'ai une course, un ultramarathon en Afrique du Sud. Ça s'appelle le Comrades, le marathon des camarades, qui remonte la première édition remonte à 1921. Et du coup, vous êtes inscrit? Voilà, je suis inscrit, donc ça, j'ai prévu de faire cette course-là. Mais il n'est pas exclu que dimanche prochain, je cours le marathon de Genève. Je veux voir ce soir-là ce que je vais faire. Peut-être que je vais m'inscrire. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Bon courage pour votre prochain marathon. On ne connaît pas encore la destination, voilà. Mais voilà, bon courage en tout cas. On passe maintenant au tennis. Les finales de l'Open de tennis d'Elancourt étaient organisées ce samedi au Parc des Sports Guy Boniface. Le tournoi fêtait cette année sa 28e édition. Plus de 350 sportifs se sont inscrits pour cette compétition. Romain Rospini pour le montage. Des coups droits, des amortis, des matchs à enjeu, le 28e Open de tennis d'Elancourt a tenu toutes ses promesses. Organisé depuis le 9 avril dernier au Parc des Sports Guy Boniface, l'événement a attiré plus de 370 tennismen venus d'Île-de-France, mais également du nord de la France. C'est un tournoi première catégorie, il y a 2400 € de lot. Donc par exemple, le vainqueur messieurs gagne 700 €. Voilà, donc il y a quand même un enjeu financier, d'argent à gagner. Les finales étaient programmées ce samedi. Chez les dames, Candice Paya de Noisy-le-Roi s'est inclinée contre Élodie Busson de Blois après un match accroché. Le score 4-6, 7-6, 6-4. Elle a très bien joué sur les balles de match et je me suis tendue parce que comme j'ai vu que je finissais pas, je me suis tendue. Dans les moments tendus, je jouais plus court, donc j'ai laissé plus jouer que pendant le match. Et donc après, elle en a profité. Et c'est vrai qu'elle a 4 balles de match. Après, je les joue et bon, j'ai un petit peu de chance. La chance est de mon côté. Après, c'est vrai que voilà, le match peut très bien être en sa faveur et elle mérite tout autant que moi. Donc là-dessus, voilà, je m'en sors, mais je m'en sors en allant un peu au culot, comme on dit. Chez les hommes, Rudy Coco, originaire de Beaune, favori du tournoi, a remporté l'épreuve pour la 3e année consécutive. Le tennisman s'est imposé en 2-7, 6-1, 7-6 contre Eric Fombach du TC Plaisir. L'équipe senior de Plaisir est actuellement à la 2e place du classement de pré-national dans la poule Paris-Île-de-France-Ouest. L'équipe pointe à 2 points de Paris Sport Club à 4 journées de la fin du championnat. Pour nous parler du club, nous recevons sur ce plateau Benjamin Modeste, Guillaume Gontier, il est de l'équipe, et le pivot Stéphane Marouto. Bonsoir. Bonsoir. Alors, cette 2e place, c'est une satisfaction ou c'est voilà, tout simplement le minimum syndical? Début de saison, l'objectif n'était pas la montée, vu que le groupe a été vraiment reconstruit, il y a eu 9 départs. Donc voilà, on a eu 3 arrivées, 3 bons joueurs, mais voilà, il y a les jeunes qui poussent derrière. On visait le haut de tableau, forcément, mais bon, voilà, arriver à 2 semaines à jouer Paris pour la première place, oui, forcément, il y a de la déception derrière, mais un peu moins que l'année dernière. Vous êtes d'accord?
Oui, surtout après le match qu'on fait à Paris, on fait un non-match, l'ensemble de l'équipe. Paris a joué son match complètement et c'est ça qui est décevant, quoi. L'année dernière, vous avez raté la montée à très peu, à la différence de but, si je ne me trompe pas. Oui, en fait, on a raté le but. Enfin, on a raté le but de la montée à la dernière seconde. Bon, on a un de nos joueurs qui a eu un petit loupé. Bon, enfin, c'est comme ça. Hein. Ah, ça arrive. Mais merci Guillaume. Mais sinon, non, l'année dernière, c'était très dur. Pour un but. Ça serait une vraie déception si vous ne montez pas cette année. 2 années de suite, si proche du but finalement, et vous ne montez pas. C'est pas 2 années de suite, c'est 10 ans. ça doit être 10 fois en 12 ans, en 12-13 ans. Donc bon, on va dire qu'on est un petit peu habitué à cette place. Après, pour moi, c'est une vraie déception, surtout qu'en plus, j'arrive un petit peu en fin de carrière, contrairement à mes 2 acolytes. Maintenant, faut être honnête, hein, Paris, cette année, est plus fort que nous. 2 matchs, 2 victoires pour eux. Donc, Benjamin, comment vous expliquez ce problème, justement, de finir toujours deuxième ou à la limite de la montée? Comme a dit Stéphane, c'est un problème peut-être structurel, peut-être? Non, je pense pas, non, parce que les joueurs ont vraiment envie. La vie du club, voilà, avec le coach, on s'entend tous très bien. Il y a vraiment aucun souci. Je sais pas, l'année dernière, ça s'est vraiment joué. Voilà, un but, ça fait très mal. C'était vraiment une saison complète pour nous et de ne pas être monté l'année dernière, ouais, ça a mis un vrai coup au moral, mais de voir ce qu'on fait cette année, encore une fois, avec de nouveaux joueurs. Donc voilà, il faut pas lâcher pour l'avenir. L'année prochaine, voilà, on va repartir avec cet objectif-là de monter, comme d'hab, j'ai envie de dire. Et qu'est-ce qui a manqué cette année, finalement, à Plaisir? On a eu pas mal Même si la montée n'est pas encore définitivement abandonnée. C'est pas définitivement abandonné, mais c'est bien parti pour Paris pour l'accession à la Nationale 3. Après, on a eu pas mal de blessés aussi. En début de saison, on perd David Potard qui se pète le genou. Milieu de saison, on a John qui se fait l'épaule, qui était vraiment notre bras armé de l'équipe. C'était notre gros tireur. Donc, voilà, les jeunes qui arrivent, qui se forment avec nous, etc. C'est compliqué. Stéphane, vous êtes la meilleure attaque du championnat avec 562 buts inscrits, la meilleure attaque du championnat, la 2e meilleure défense. Comment l'expliquez-vous justement ce problème? Il faudra faire plus l'année prochaine? Alors, on peut toujours faire plus. Il faut quand même savoir. Ça va être difficile. Il faut relativiser dans la mesure où si on en reste là, ne pas monter avec 2 défaites, c'est ce qu'on a fait l'année dernière. Et il faut savoir qu'il y a énormément de saisons où on serait monté. Il y a eu beaucoup de saisons où le premier est monté avec 3-4 défaites. Donc bon, on fait quand même des saisons assez pleines depuis 2 ans. Après, faire plus, c'est pas simple, on peut toujours faire plus. Se dire qu'il vaut peut-être mieux la meilleure défense, je ne suis pas totalement d'accord, puisque pendant des années, on a eu la meilleure défense et on n'est pas pu se monter. Là, ça fait 2 saisons où offensivement, on est pas mal. Bon, on ne monte pas plus, mais on va bien finir par trouver la solution. Après, ça ne joue à pas grand-chose. Benjamin, il faudra une nouvelle équipe l'année prochaine, ou vous voulez continuer avec les joueurs qui sont en place, le staff qui est en place? Il faut que tout reste en place pour moi et qu'on ait 2-3 arrivées de joueurs ayant un peu de bouteille et un très bon niveau de handball. Parce qu'aujourd'hui, si on repart avec 5-6 joueurs qui s'en vont, 5-6 joueurs qui arrivent, on repart à zéro, quoi. Le temps de bosser, que tout se mette en place, on arrive au mois d'octobre-décembre et puis voilà, on a déjà 4 mois de retard. Là, si on garde le même effectif, pour moi, on va être très compétitif l'année prochaine. Mais je trouve que le niveau est de mieux en mieux. L'année prochaine, il y aura toujours Métro, il y aura Versailles, il y aura Roissy, il y aura Val-de-Seine. Enfin, ça va être très costaud. Donc, faut qu'on garde le même effectif et qu'on recrute. Il manquait d'expérience dans ce groupe, finalement? Expérience, non, je pense pas. Parce que le set de base, c'est un set qui a vécu pas mal de choses dans le handball et qui n'est pas si jeune que ça. Après, c'est vrai qu'il y a les jeunes, mais qui nous apportent aujourd'hui pas mal et qui ont très bien évolué depuis le début de saison. Après, pour l'année prochaine, si on continue sur la même lancée, je pense que, comme il dit Benjamin, on sera compétitif. Avec des renforts, ça sera que mieux. Il reste 4 matchs avant la fin de la saison. Vous allez les jouer à fond, ou vous allez peut-être intégrer des jeunes pour qu'ils prennent de l'expérience en vue de la saison prochaine? Alors, il faut savoir que l'intégration des jeunes, elle a été faite déjà depuis le début de la saison par l'entraîneur. Après, que ce soit moi, mes coéquipiers ou l'entraîneur, à partir du moment où on met un pied sur le terrain, nous, c'est pour gagner. Donc les 4 matchs, on va les jouer à fond. Comme l'année dernière, on les avait joués à fond. Et ça, on ne laissera pas la place à je ne sais quel amusement ou autre.
Vos chances de monter, vous les estimez à combien? 0%? Là, maintenant 0,5%. Bah, vu le chemin de Paris, les équipes sans dénigrer les équipes qui restent à jouer, voilà, je ne les vois pas perdre. Ils ont fait le plus dur en nous battant Versailles, en allant gagner à Roissy et en battant Métro. Voilà. Donc je pense qu'ils ont fait ce qu'il fallait faire. Moi, je ne les vois pas perdre parce qu'il faut qu'ils perdent 2 fois, parce qu'après, si on est ex-aequo, ils nous battent à la différence de but particulière. Donc je ne les vois pas perdre 2 matchs. Non. Mais nous, on continuera à jouer. Sachant que le calendrier n'est pas simple non plus. Le calendrier n'est pas simple, on joue beaucoup de haut de tableau. Merci à tous les 3 d'être passés sur ce plateau. On vous souhaite de réaliser une grosse fin de saison et un peu de chance, d'avoir un peu de chance également pour que Paris perde. Zouma présent sur l'apnée. La piscine de Saint-Cyr-l'École pourrait être témoin d'un record mondial. Andy Cabrera Avila s'est lancé le défi de parcourir plus de 9 km en apnée pendant 6 heures. Chaque longueur effectuée permettra de récolter 1 € pour financer un exosquelette pour aider une enfant de 10 ans à se déplacer. Patrick Jacques de Dixmuth pour les images. Un record risque de tomber à la piscine municipale de Saint-Cyr-l'École. Le dimanche 22 mai, Andy Cabrera Avila, un apnéiste de 45 ans d'origine cubaine, va tenter de parcourir la plus grande distance possible en apnée pendant 6 heures. Pour cela, le sportif devra effacer le record de Pascal Massé. Le Français a effectué 9,3 km le 7 février dernier. Pour le battre, Andy s'entraîne au minimum 2 fois par semaine depuis 3 mois. C'est un effort assez intense. Le plus dur, le plus difficile, c'est la gestion de l'effort par rapport aux crampes. La dernière fois qu'on a fait 6 heures, j'ai eu beaucoup de crampes. Malgré le fait que je m'hydrate tous les 30 minutes, je m'arrête pour 1 minute, j'essaie de boire, m'hydrater avec de l'eau sucrée, de l'eau et des sels minéraux aussi. Un record pour la bonne cause. Chaque longueur effectuée permettra de récolter 1 € pour financer un exosquelette pour aider Luna, une enfant de 10 ans victime d'une infirmité motrice cérébrale. La combinaison pourrait lui permettre de se déplacer. Il y a une combinaison qui coûte 6 000 €, qui n'est pas remboursée par la sécurité sociale. Et cette combinaison permet aux enfants handicapés d'améliorer leur motricité. Donc le coach c'est Luna, c'est mon élève, c'est une copine, c'est quelqu'un de magnifique. Donc l'objectif c'est battre le record de Pascal Massé, mais pas uniquement pour n'importe quoi, c'est pour une cause, c'est les enfants handicapés qui me tiennent au cœur. Pendant ces séances d'entraînement, Andy Cabrera Avila a réussi à parcourir la même distance que le précédent record en seulement 3 heures et 13 minutes. On passe maintenant à l'essentiel de l'actualité yvelinoise. On commence cette rubrique par du football américain. Dans le championnat élite, les Templiers d'Elancourt sont dans une spirale négative. Les footballeurs ont perdu ce dimanche sur le terrain des Gladiateurs de la Queue-en-Brie. Le score 8-0, une 6e défaite consécutive qui propulse les Templiers à la dernière place du classement, synonyme de descente en 2e division. On écoute le directeur sportif des Templiers, Frédéric Pinchot. Le maintien est complètement envisageable. Le maintien est complètement envisageable, bien au contraire, puisqu'on va rencontrer dans 15 jours une équipe qui est au même niveau que nous, au même classement que nous, qui a le même nombre de victoires que nous, finalement. Donc, en fait, les Gladiateurs et les Black Panthers de Thonon, justement, comme on en parle, et nous, étions à égalité. Donc, c'était vraiment, voilà, c'est dans ces 2 matchs-là où on a la possibilité de cette saison. Un mot de golf à présent. Le golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines a rouvert ce samedi le parcours de l'Albatros après 9 mois de fermeture pour travaux. Pour l'occasion, un événement baptisé 11 bouges a été organisé. Au programme, un concours de précision et des animations avec l'ancien joueur de l'European Tour, David Edwards, au niveau du trou numéro 11. Plus de 1000 amateurs étaient présents. On écoute le responsable du golf national, Paul Hermitage. Il nous présente les objectifs de cette journée. C'est de dire aux gens, ben voilà, on réouvre, on est ouvert, revenez découvrir parce qu'il faut redémarrer la machine pour nous. Hein. On n'a pas pu accueillir ces clients pendant 10 mois. Maintenant, il faut qu'on fasse une opération de séduction pour qu'ils reviennent. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau magazine. D'ici là, passez une excellente semaine sportive. Très belle soirée sur TV Fil 78.